Bonjour et bienvenue sur l'Espace Vox, cette fois avec votre invité Michael J. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur la saison 2 de l'Alerte Spoiler? Ça avance. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, ça avance doucement, parce que je donne beaucoup de travail à d'autres personnes qui s'occupent de trucs comme les dessins, les effets spéciaux ou les caméos. Hein. Il y a Gamers New qui traîne un petit peu, il y a l'Ermite Moderne qui doit un petit peu préparer son décor, on va dire. Bref, ça traîne, mais ça avance. Je m'occupe de tout ce que je peux avancer. Et d'ailleurs, j'ai ici le script pour les 10 épisodes à venir, pour vous dire à quel point j'y travaille. Alors, je vais me permettre de vous montrer quelques petits trucs, des previews. Le premier, il y a deux trucs. Le premier truc que je vais pouvoir vous montrer, c'est le nouveau TARDIS. Parce que je vais pas tarder à rendre cette chambre universitaire et j'ai maintenant un fond bleu-vert, hein. Certains savent que le bleu ça me pose un petit peu problème, mais bon, ça peut servir quelquefois le bleu. Mais enfin, je vais pouvoir profiter de ce fond et de différents moyens pour pouvoir me donner l'impression que je suis dans un véritable vaisseau spatial, pas dans une chambre sur laquelle on a mis quelques trucs de Lego. Ce sera un peu plus classe. Donc, voici ce que donne pour l'instant le TARDIS. Et si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que ça, faire quelque chose de beaucoup plus classe et de beaucoup plus beau, qu'il se propose. Si jamais j'accepterais leur participation, ça pourrait être pas mal. Le seul truc sur lequel je veux garder, c'est les commandes, les deux écrans, très important les deux écrans, surtout avec l'espèce d'écran de veille du TARDIS juste là. Ça a été fait par quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Et un petit truc pour ça représenter Icar qui est juste en bas à gauche dans cette version-là. Mais enfin, sinon la deuxième preview c'est une scène avec Vandelcash et Dead Fox qui révèle un petit élément des scénarios qui va vous donner un peu de mystère sur cette saison 2. On verra si vous arriverez à trouver de quoi il parle là-dedans, mais voilà, ça donnera un petit peu de mystère et ça vous donnera sûrement une petite idée de ce qui se passera dans le reste de cette saison. Bon, enfin, j'en dis pas plus, regardez vous-même et on va voir si vous allez comprendre quelque chose. Salut Foxy. Alors, de ce que je vois, on a bien profité de la petite armée que je t'ai faite, hein. On a tué Alert Spoiler, paix à son âme. On a détruit une ou deux planètes, et Alert Magma, et... Tiens. Qu'est-ce que vous faites? Mon prochain projet. Un soleil? Une galaxie? Vous créez une galaxie? C'est bizarre, parce que vous n'êtes pas vraiment le genre de mec qu'on vous imagine créer le moindre truc, encore moins une si grosse galaxie. Créer me répugne au plus haut point. Mais c'est en créant que l'on peut détruire le plus. Mais je vois pas pourquoi créer un soleil pourrait-vous... Seconde. C'est bien ça, professeur. La galaxie du Gant Rouge. Possible, non. Vous l'avez pas pu. J'imagine un ver renaît son existence depuis ses premiers Big Bang. Comment est-ce possible? Je sais. Mais les lois du néant prévalent sur celles de cet univers insipide. Si cette galaxie vient dans notre univers, ça ne va pas détruire qu'une ou deux planètes. Je sais. Ce sera l'ensemble de l'imaginaire. Et vous m'y aiderez, n'est-ce pas, professeur? Je vous laisserai pas faire. Et pourquoi cela? Vous savez ce que la galaxie du Gant Rouge représente pour mon peuple. Elle a tiré la honte. Elle nous a déshonorés. Et je ne permettrai pas à un crétin avec un costume en plastoc remettre au goût du jour cette honte. Dommage. Je vous aimais bien.
vous allez regretter d'avoir fait de moi votre ennemi, professeur. Voilà, sinon je travaille aussi sur mon premier crossover, où je ferai une critique à deux. Pas avec un membre de Voxmaker, croyez-le ou non, mais avec Roxane Eberstein-Meyer. Et pour ceux qui ignorent de qui il s'agit, c'est celle qui m'a fait ça. C'est celle qui s'est occupée des illustrations d'Alert Spoiler pendant un petit paquet, pour qui j'ai critiqué Cowboy Bebop le film. Et il se trouve qu'elle va pouvoir passer en Corse, je l'ai invitée chez moi, on va pouvoir l'accueillir et tout, et je lui ai proposé de faire une vidéo à deux où nous critiquerons un gros film de merde. Elle a dit qu'elle en serait honorée, donc voilà, le projet se met en route. Elle a vu de son côté le film que nous allons critiquer, d'ailleurs je vous montre le dessin qu'elle m'a envoyé à propos de ce film pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner. Ouais, c'est une grosse bouse. Le seul truc que je peux dire là-dessus, je vais garder la surprise pour l'instant, le seul truc que je peux dire à propos de ce film, c'est que c'est de l'animation. Elle a prévu de devenir dessinatrice dans les dessins animés, donc voilà. Et en plus, on a un projet de dessin animé entre nous, donc je trouvais que c'était approprié qu'avec elle, on critique un dessin animé atrocement pourri. Et, on verra si vous verrez ce que ce sera quand ça sortira. Aussi, je vais me faire un petit jeu, je vais vous donner les titres des 10 prochains épisodes et vous allez essayer de deviner de quel film je parlerai dans cet épisode-là. Bon alors, le premier s'appelle La résurrection d'Alert Spoiler. Bon, vous avez une petite idée de ce qui se passera au niveau du scénario au vu de ce titre, mais il y a un petit indice sur le film que je critique dans le titre. C'est pas un film super connu, mais quand même, il y a un petit indice là-bas. Alors, le deuxième épisode avait un premier titre un petit peu trop révélateur sur un truc que je pense que c'est mieux qu'on garde un petit peu secret jusqu'à ce que vous voyez le truc et que vous découvriez le deuxième truc. C'est une surprise le premier titre. Donc le deuxième titre, celui qui sera au générique, ce sera La honte allemande. Réfléchissez un petit peu sur quoi sera cet épisode et on verra ce que... Alors ensuite le troisième épisode, la confession de l'aviateur. Il n'y a pas d'indice pour le film que l'on critiquera dans cet épisode, mais un petit indice sur l'histoire de cet épisode. Épisode 4, l'idée contre la connerie. Donc vous verrez, vous avez peut-être une petite idée de quoi il s'agit. Il y a un indice, hein, c'est un mot qui est assez significatif pour le film en question. L'épisode 5 est un petit peu transparent. High School Stereotype. Voilà. Donc, ensuite, épisode 6, la balade des dates. Voilà. Si vous avez deviné quel est le film en question, vous avez probablement remarqué que quelqu'un d'autre sur Voxmaker l'a critiqué. C'est exact, mais j'ai quand même mon petit mot à dire sur cette bouse. Oui, c'est un mauvais film, autre indice. Alors, l'épisode 7, Turtle in Times, en moins cool. Ceux qui ont deviné de quoi il s'agit doivent se dire que je vais aller un petit peu loin, mais j'ai quand même des choses intéressantes à dire à propos de ce film, mais bon. Épisode 8, La fille qui n'était pas une espionne. Bon alors celui-là, si vous trouvez le film, série, machin, truc que je critique dans cet épisode, chapeau. Suivi de l'épisode 9, Les poufs qui étaient espionnes. Voilà. Ça, vous avez peut-être une meilleure idée de ce qu'il pourrait s'agir. Et le 10e épisode, c'est la désévolution des enfants de l'atome. Donc voilà. Essayez de deviner de quoi parlent ces épisodes en vous fiant au titre. Et il n'y a pas de récompense en jeu, mais ce sera quand même marrant. Ah, et aussi dans le dernier top 10, j'avais indiqué un truc à propos d'un futur top 10 sur la saison 1 d'Alert Spoiler. On va faire comme on avait fait pour jeux vidéo, polémique et conneries. C'est vous qui allez décider quels seront les meilleurs moments de la saison. Vous allez citer vos préférés. Vous avez le choix entre plusieurs passages. Comme ça, je vais pouvoir faire un vote un peu plus riche. Parce que si une personne vote pour un truc, mais c'est que tout le monde a une scène en particulier, ça risque de faire un petit peu chiant pour classer. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs moments. Et indiquez aussi pourquoi vous préférez ce moment-là. Ça pourrait m'aider pour l'écriture de trucs. Et sinon, vu du retard de la saison 2, j'en profite pour faire d'autres vidéos, le let's play, des petits top 10, notamment celui d'Alert Spoiler, et des semaines spéciales. Il y aura la semaine Nolan cette année, j'adore The Dark Knight Rises trop, et les chroniques de Buffy et tout, il y aura de quoi
quoi s'occuper, donc ne vous en faites pas, je suis toujours actif. En parlant de semaine spéciale, vous vous souvenez de ma première semaine spéciale, la semaine Shyamalan, où j'avais défendu ce film, surtout comparé à la série dont c'est adapté, que je trouvais pas aussi bien que certaines personnes disaient, que je trouvais les personnages un petit peu inconsistants, le scénario plein d'erreurs et tout. Ouais, et ben il s'avère que les séries des créateurs de la série qui a inspiré ce film injustement critiqué ont fait une suite, La Légende de Korra. Et bien entendu, après avoir dit ce que je pensais de la première série, qui est sympa mais qui est largement surestimée, certaines personnes m'ont demandé qu'est-ce que je pensais du nouveau projet de ces créateurs, à savoir la suite, La Légende de Korra, ou Avatar, La Légende de Korra, ou Le Dernier Maître de l'Air, La Légende de Korra. Ce qui est stupide vu que maintenant le Dernier Maître de l'Air est 4. Bon enfin, la série est sortie maintenant, les 7 premiers épisodes sont sortis actuellement. J'ai vu les 6 premiers et... c'était génial. Non, je le reconnais, même si je suis pas fan de la première série, La Légende de Korra est excellente. Pratiquement tout ce qu'on dit sur la première série est 1000 fois plus vrai dans cette série-là. En fait, ça me donne un petit peu l'impression que les créateurs, ils ont vu tout ce qu'ils disaient sur la série qu'ils avaient fait juste pour déconner, qu'ils avaient fait juste parce qu'on leur demandait des « Wow, à ce qu'il paraît, on fait un chef-d'œuvre !» Bah, on devrait peut-être continuer à le faire, ce chef-d'œuvre. Ouais, cette fois, on fera un effort. Voilà, donc pratiquement tout est supérieur à la première série. Les personnages sont plus intéressants, mais moins iconiques. Ça me fait un petit peu penser à Westworld. C'est comme Star Trek Nouvelle Génération, sur beaucoup de points, c'est supérieur, mais c'est pas aussi reconnaissable. Ouais, voilà, c'était le seul problème que j'ai avec ces personnages. Ils sont pas aussi iconiques que dans Le Dernier Maître de l'Air. Dans Le Dernier Maître de l'Air, tout le monde se souvient du mec avec la flèche sur le front, tout le monde se souvient de mon voisin Totoro qui fait l'art de monture, mais... dans le design de La Légende de Korra sont un peu plus basiques, mais quand même sympatoches. L'animation est vraiment impressionnante. Je n'étais pas vraiment très impressionné par l'animation de la première série, tout simplement parce que pour moi, c'était tout simplement le minimum syndical pour une animation de nos jours dans une série télé. Pour moi, c'était une honte d'avoir une plus mauvaise animation que ça. Et justement, il y avait beaucoup trop de séries qui avaient une animation inférieure à Avatar, le Dernier Maître de l'Air. Pour moi, tout le monde devait être à peu près de la qualité du Dernier Maître de l'Air pour cette époque. Et pour La Légende de Korra, c'est pratiquement de la qualité d'un film. C'est même supérieur que l'animation du dernier film Full Metal Alchemist. Et je dis ça alors que je suis fan de Full Metal Alchemist et que je peux pas carrer Avatar. Donc c'est pour vous dire. Ensuite, l'univers lui aussi est beaucoup plus fascinant que l'univers de la première série. Tout le monde disait, ouais, l'univers de la première série est génial. C'est pas si génial que ça, c'est juste l'univers inspiré de culture asiatique numéro 4000, Berlin. Mais là, ils ont fait quelque chose d'original. Ils ont fait une ville new-yorkaise, mais vraiment basée sur les pouvoirs des personnages. Ce qui offre quelques idées assez intéressantes, comme le pro-bending, les centrales électriques qui marchent grâce au maître du feu, etc. Il y a pas mal de bonnes idées sur la manière dont ils ont construit ça. Ah, la brigade du métal, ça aussi c'est une excellente idée et c'est probablement le métier le plus cool qu'on ait dans cette ville. D'ailleurs, j'adore leur patron. C'est pas mon personnage préféré, mais elle a quelque chose de fascinant. J'ai oublié le nom de la petite qu'il y avait dans la première série. C'est sa fille, hein, c'est pour ça que... celle qui avait inventé la maîtrise du métal, justement. Alors, au niveau des personnages, Korra, j'aime beaucoup Korra. C'est le genre de personnage féminin badass et un petit peu garçon manqué comme je les aime. Et sur pas mal de points, elle est beaucoup plus attachante que Aang. Et aussi plus responsable. Ce qui est assez marrant parce que elle a les raisons d'être irresponsable. Et elle se le permet d'être irresponsable. Pour elle être l'avatar, c'est la chose la plus cool au monde. Pour elle, il n'y a rien de mieux. Elle ne comprend pas pourquoi les non-maîtres ne sont pas contents des maîtres. Et il y a à certains moments, elle va même mettre de côté son entraînement pour pouvoir participer à un sport, le pro-bending. Encore une fois, très bonne idée. Et là, je l'autorise à être un petit peu irresponsable. Parce que Aang, quand il allait s'amuser, je trouvais ça assez inapproprié. Parce que voilà, il a le sang de tout son peuple sur les mains, il doit se dépêcher de sauver le monde, sinon c'est trop tard. Il y a des millions de personnes qui souffrent de son absence de 1000 ans, donc...
Alors que Korra, elle peut se permettre d'être irresponsable, parce que elle vit dans un monde où il y a un ordre établi, où il y a des personnes qui veillent à mener l'ordre. Il y a une menace, oui, mais elle restera encore dans la clandestinité. Il y a des gens pour combattre ce genre de menace. Donc elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut pour l'instant. Elle peut se permettre de faire du shopping, de s'amuser, de tout ce qu'elle veut faire. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. D'ailleurs, encore une fois, un petit peu pour les mêmes raisons, l'humour. L'humour est vraiment pas mal. C'est presque aussi enfantin que la première série. Mais au moins ici, c'est approprié parce qu'ils ont beaucoup plus de temps de libre, ils ont beaucoup plus de temps de paix. Donc ils peuvent se permettre de déconner comme des toons, ils peuvent se permettre de faire les dingos. Alors que rien que Sokka et son interprétation de Psy dans la troisième saison, alors qu'ils sont à la veille d'une bataille, non, on n'arrête pas de dire c'est des gosses, ils ne pensent qu'à s'amuser. N'importe quoi, même un gosse, quand il se retrouve avec toutes ses responsabilités, il va devenir un minimum sérieux. C'est un gosse, au contraire, il devrait être encore plus concerné par ce qui se passe. C'est quelqu'un de plus sensible qu'un adulte, il devrait être encore plus touché par ses erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que le film est meilleur que la série. Parce que là, Aang agit comme une vraie personne, comme un vrai gosse qui se sent coupable pour ce qu'il a fait. Sinon, pour les autres personnages, les frères Furet, c'est un petit truc qui montre le problème d'Iconic, parce que pendant pas mal de temps, je confondais un petit peu les deux personnages. Après, il me suffisait d'attendre que l'un d'eux fasse une grimace et lui c'est le rigolo, et l'autre c'est le mec super torturé, ouais. Ok. Sinon, la romance entre l'un des deux frères, même les deux frères, ça fait un petit triangle amoureux, c'est un petit peu rapido, mais c'est compréhensible. C'est un petit peu de la même manière que Buffy et Angel. Il y a une attirance, mais il manque quand même quelque chose. Il manque un petit truc. Mais enfin, je suppose qu'ils amélioreront ça quand ils affronteront un peu plus d'épreuves. Donc, pour les autres personnages, Tenzin. J'adore Tenzin. C'est mon personnage préféré pour l'instant. C'est le fils d'Aang. Et contrairement à Aang, il essaye d'être très sérieux, d'être très sobre, très respectueux et tout. Quelque part, il y arrive. Il a une certaine classe et une certaine sagesse, mais dès qu'il en a l'occasion, il commence à se lâcher, à devenir un vrai personnage de Toons, avec la tranche qui devient toute rouge, avec la fumée qui sort. À un moment, il assiste à un match de pro bending où Korra participe, et il reste sérieux pendant tout le truc, et à un moment, quand ils sont en train de marquer un point, youhou! Ça m'a un petit peu rappelé Raiden dans Mortal Kombat, au moment où... Ouais! Pardon. Sinon, pour les autres personnages, Amon. Amon est un bien meilleur méchant que le Seigneur du Feu dans la première série, parce que il a la prestance, il a la menace, il a le côté effrayant de son côté. Il a le mystère, tu ne vois pas son visage, il a un masque pour garder le mystère. Et aussi, il a un pouvoir que tu ne sais pas d'où ça sort, le pouvoir d'enlever les maîtrises. Truc que seuls les avatars seront censés avoir. Ce qui est assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que les esprits commencent vraiment à vouloir changer le monde? Est-ce qu'ils se sont dit non, finalement la maîtrise c'est une idée de merde? Ou est-ce que c'est un maître qui essaye de détruire les pouvoirs de tout le monde pour qu'il n'y ait que des non-maîtres, et qu'une fois qu'il n'y ait que des non-maîtres, ils deviennent le seul maître au monde et qu'ils finissent par conquérir le monde? C'est ma petite théorie là-dessus. Je suis sûr qu'il n'est même pas brûlé sous ce masque. Mais sinon, il est vraiment effrayant et ils arrivent vraiment à capter la peur qu'il y a à travers ce personnage qui s'exprime par la radio, qui n'arrête pas de faire des menaces. Ils ont fait un très bon boulot avec Korra qui se chie dessus chaque fois qu'il parle à la radio. D'ailleurs, il y a un autre moment pour montrer où on voit que Kamon est vraiment un personnage menaçant et badass. Il y a un moment où Korra élimine une petite partie de son armée alors que lui, il s'enfuit. Enfin, je dis il s'enfuit. Il rentre tranquille, il fait une petite marche et tout. Et à un moment, il se retourne, il regarde ces mecs en train de brûler, il fait « Oh, elle dégomme mes hommes. » Mignon. Donc voilà, Amon, totalement avec ce personnage, il est vraiment excellent. Et c'est aussi un personnage un petit peu à la Magneto. C'est le personnage qui a un but un petit peu compréhensible, mais qui en même temps tu peux avoir un débat sur lui, sur le fait qu'il a tort, comme par exemple quand il dit que les maîtres ne sont pas des héros. Ah ouais, Aang n'était pas du tout un héros en battant le Seigneur du Feu, et Korra n'est pas du tout une héroïne en sauvant les non-maîtres de la triade. Ou sinon, qu'est-ce qu'il avait dit aussi comme connerie? Ah oui, bon, celle-là est compréhensible. Il disait que toutes les guerres ont été provoquées par la maîtrise.
Forcément, il ne vit pas dans un autre monde, donc il ne sait pas que c'est juste dans la nature de l'homme. Mais bon, voilà, c'est un personnage avec qui tu peux débattre, ce qui est assez intéressant. Le seul truc, c'est que je trouve que les maîtres au pouvoir, ils auraient pu négocier avec lui, chose qu'ils ont probablement dit. Il y a l'air d'avoir une histoire derrière ça. Ils auraient pu négocier avec lui parce que pour l'instant, tu vois qu'il a surtout une dent contre la triade. Donc, pourquoi ne pas le recruter parmi la brigade du métal? Pourquoi ne pas aider justement à combattre cette saloperie de triade qui elle n'arrête pas de martyriser les non-maîtres? Et pourquoi ne pas utiliser ton pouvoir pour condamner les membres de la triade? Genre, quand ils commettent un crime avec leur maîtrise, pourquoi tu ne te contentes pas d'enlever leur pouvoir et basta, plus de récidive? Il y a l'air d'avoir une petite histoire entre lui et Aang, donc il est possible qu'il y ait une histoire derrière ça. Mais enfin, dans l'ensemble, la légende de Korra, j'adore, je continue à la suivre pour l'instant. Les quelques défauts que je ferais, c'est le générique. Toujours pas de générique, les mecs. Toutes les grandes séries ont un générique. Regardez vos modèles à chaque animation, ils ont les meilleurs génériques du monde. Faites un générique, mon Dieu. Ne vous contentez pas de laisser les fans trouver une musique à 2 balles pour coller les images et faire un montage. Non, faites un vrai générique. Tout le monde en veut un. Mais sinon, voilà. Bon boulot, sinon. Alors, en coup de gueule, les trailers. Les trailers sont nuls de nos jours. Il y avait une époque où les trailers étaient à peu près sympas, ou même un gros film de merde passait pour un grand film avec ses bandes annonces. Genre X-Men 3, Eragon, ils avaient d'excellentes bandes annonces, mais dès que tu voyais le film, c'était vraiment une grosse bouse. Donc, ouais, c'est pas la première fois que les bandes annonces mentaient sur la qualité du truc. Mais au moins, à cette époque, ils te mentaient pour te donner l'impression que tu allais voir un grand film. Maintenant, toutes les bandes annonces te donnent l'impression de voir la même merde, de voir les mêmes films d'action débiles où les one-money shots s'enchaînent, d'avoir les mêmes comédies débiles qui sont composées de que de gags qui s'enchaînent. Et pour les films, je pense que c'est surtout Disney et DreamWorks qui en souffrent de ces bandes annonces de merde. Certains vont me dire John Carter, et vous n'avez pas tort, les bandes annonces de John Carter étaient dans l'ensemble pas bonnes du tout. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne savaient pas comment vendre le film. Bah, si c'est le cas, virez cette équipe de marketing, parce que c'est la pire au monde. Bah, incapable de vendre un film comme John Carter, donne une sensation de Seigneur des Anneaux, donne une sensation d'un truc épique, émotionnel. N'enchaîne pas bêtement les money shots avec une petite musique de métal. C'est pas comme ça qu'on fait une bande-annonce. On fait quelque chose avec une ambiance et tout. Même Scott Pilgrim était mieux vendu parce qu'au moins il racontait le scénario et montrait le mélange d'action délirant, d'humour bien déconne et tout. Au moins il vendait mieux ce film que John Carter. Comment vous pouvez louper le marketing d'un film comme John Carter? Prenez exemple sur rien qu'Harry Potter. Dans leur bande-annonce, ils arrivent à mettre tout ce qu'il y a dans le film. Ils cassent l'humour, ils cassent l'ambiance, ils cassent l'action, ils cassent l'atmosphère, ils cassent tout. Ils cassent tout ce qu'il faut dans leur bande-annonce. Pourquoi vous n'y arrivez pas? J'arrive pas à comprendre. Et vous y êtes arrivé une fois. D'ailleurs, vous avez rendu le film bien mieux que ce qu'il est en réalité dans la première bande-annonce avec la chanson de Peter Gabriel. Faites d'autres bandes-annonces comme ça. Vous avez réussi au premier coup, pourquoi pas les autres coups? Pareil pour les affiches, pourquoi vous vous contentez d'une typo basique, la même typo de merde que dans Prince of Persia? Un conseil, les mecs, si vous voulez faire une nouvelle saga La Pirates des Caraïbes, faites au moins un effort sur la typo, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Mais bon, c'est pas seulement John Carter qui a des bandes annonces de merde. Je pense que principalement tous les gros dessins animés de nos jours ont des bandes annonces tout à fait merdiques. Toy Story 3, Les Indestructibles, Wall-E, Cars, mon Dieu, Cars avait l'impression que ça allait juste être une comédie de merde, que finalement je ne suis pas allé le voir. Je suis pas allé le voir au cinéma, mais finalement je l'ai vu de mon côté et c'était l'un des plus beaux films de Pixar. Donc, à cause de ces bandes annonces de merde, j'ai loupé ça. Merci les gars. Pas seulement c'est Disney d'ailleurs, Kung Fu Panda, le 2 aussi, Megamind. Megamind, il te révèle même pas la promesse. Je sais pas si vous vous rendez compte de la connerie que c'est. Ne pas raconter la promesse dans une bande annonce, alors que c'est principalement le but d'une bande annonce. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent dans les bandes annonces à propos de Megamind? Que c'est juste un film sur un super vilain? Oh, merci, c'est super original
C'est pas comme si on avait eu des dessins animés, des séries ou même des films comme Crazy Kung Fu qui se concentrent sur le méchant principal. Non, ça n'a jamais existé, non. Non, on a hâte de voir les réalisateurs de B-Movie s'occuper de ce concept. Alors que si tu regardes le film, la promesse c'est quoi? Le méchant qui tue le gentil au début. Qu'est-ce qu'il fait après? C'est beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose qui a déjà été exploré, mais c'est quand même intéressant d'explorer ça au cinéma. C'est original pour ce média-là, pour montrer la promesse. Surtout que vous promettez la mort de Franck Dubosc dans les premières minutes. Moi, je serais allé le voir direct au cinéma. Crève, Franck! Ouais, bon, après, le film en lui-même n'était pas exceptionnel. Il était sympa, mais gamin, mais il cassait pas trop patin à un canard. Je sais pas quel Pixar il y avait de l'autre côté, mais il se faisait pas de toute façon. Enfin, et Kung Fu Panda, ils n'arrêtent pas de se contenter de montrer tous les gags du film. Dans Kung Fu Panda, les gags, c'est la dernière chose dont tu te souviens. Moi, la première chose dont je me souviens, ce sont les grosses scènes d'action avec un aspect graphique magnifique. Kung Fu Panda 2, ils avaient battu Pixar à cette époque-là avec ça. Avec leurs bons personnages, leur action, leur bonne réalisation. Profite un petit peu de ça. Le véritable problème dans ces bandes annonces, c'est qu'ils casent les films. Ils les mettent dans une certaine catégorie, mais une seule catégorie. Or, tous les grands films sont plusieurs catégories. Genre, prenez The Dark Knight Rises par exemple. Eux au moins, ils font des bandes annonces à la hauteur. Encore Warner Bros. Ils ont une bonne équipe à la Warner Bros. Du marketing. Ils ont une très bonne équipe. Enfin, dans leur bande annonce, ils te mettent l'émotion, ils te mettent l'action, ils te révèlent la promesse, ils te la suggèrent, mais ils te la disent pas à haute voix. Tu comprends avec ces petites scènes ce qui se passe. Et à la toute fin, ils te mettent un petit gag avec Catwoman. Moi, mère m'a toujours dit de ne jamais entrer dans la voiture d'un mec bizarre. Voilà. Ils font tout ce qu'il faut dans cette bande-annonce. Alors, faites pareil, ce n'est pas compliqué Tu peux faire une bande-annonce qui se concentre sur autre chose que les money shots et l'humour pour attirer les gens. The Dark Knight Rises n'est pas le film le plus attendu au monde pour rien. Enfin, il y a quelques améliorations maintenant, surtout. DreamWorks qui a fait une super bande-annonce pour les 5 légendes, il y a une petite amélioration, mais voilà, t'as toujours ces connards qui rentrent les films dans une seule case et qui du coup dévalorisent ces films et donnent l'impression aux spectateurs d'être des vieux cons qui trouvent que tous les films se ressemblent. C'est pas vrai. Toutes les bandes-annonces se ressemblent. Il faut voir les films parce que les bandes-annonces maintenant sont de moins en moins fiables. Avant, ils étaient pas fiables dans le bon sens, dans le sens où au moins ils étaient de bons montages et nous donnaient l'impression que ça allait être de grands films alors que non. Mais là maintenant c'est le contraire, ça te fait presque regretter les années 80, 70 et tout, où tu avais la voix du gros narrateur qui t'expliquait que ça allait être un voyage comme on n'en a jamais vu et tout. Genre la bande-annonce de Jurassic Park, c'est exactement ça, c'est le mec qui te dit que ça va être la plus grande épopée de tous les temps. Au moins il valorisait le truc, au moins il donnait l'impression que ça allait être quelque chose d'exceptionnel. Pas comme maintenant où vraiment toutes les bandes annonces sont limite des montages After Effects que tu recycles. Bon alors j'ai besoin d'un montage action pour c'est quoi ce film Voilà. Je pense que le meilleur exemple de cet effet fichier de montage After Effects c'est Sherlock Holmes. Voilà. Prenez la bande annonce du premier Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Prenez la bande annonce du 2, Jedon. C'est pratiquement le même montage, c'est la même musique, les mêmes enchaînements de plans, le même emplacement pour les money shots et les gags, la même typo, la même animation pour afficher les noms des acteurs. C'est vrai, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont pris un fichier informatique de montage et qu'ils se sont contentés de remplacer les extraits par tels extraits. Vous ne devez pas faire ça. Vos films sont uniques en eux-mêmes. Faites des bandes annonces qui sont aussi uniques que... Faites quelque chose qui reflète l'identité du film. Parce que vous cachez l'identité. Vous contentez de les remettre dans des trucs. Après, ouais, ça n'empêche pas certains films de bien marcher, mais quand même, ça... Il y a des personnes plus intelligentes qui seront attirées si vous faites de bonnes bandes annonces qui représentent vraiment les qualités du truc. Genre, si vous aviez fait une bande annonce émotionnelle sur Toy Story 3, entièrement émotionnelle, si vous aviez fait des bandes annonces qui soient vraiment dans l'émotion de Kung Fu Panda, de Drôle de Noël de Scrooge, il y aurait plus de monde qui serait allé les voir. Ils passeraient pas pour des films pour enfants débiles. Non, ils intéresseraient le public adulte qui a vraiment envie de voir des chefs-d'œuvre. Là, t'aurais eu plus de monde avec ça. T'aurais eu un public plus intelligent, pas
Pas comme Twilight où tu te contentes de prendre le template de film épique qui est ridicule. Surtout avec Twilight, quoi. Après, encore une fois, toutes les bandes annonces ne sont pas dans ce cas, mais j'en ai marre de ces bandes annonces qui se contentent de répéter les mêmes schémas pour donner l'impression que tel film est juste un énième film d'action ou une énième comédie de merde. Ça m'énerve surtout pour Rebelle, parce que Rebelle, ça se sent comme le Princesse Mononoke de Pixar. Et malgré ça, t'as le mec qui essaye de faire une bonne bande-annonce, mais de l'autre côté, t'as le connard qui a décidé de rien foutre, d'enchaîner les gags, parce que oui, le gag c'est les plus importants, hein. L'univers graphique, l'histoire, l'émotion, le dilemme. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ça fait pas un film. Si, ça fait un film. Enfin voilà. Les bandes-annonces sont nulles. Je réponds toujours à mes fans quand ils posent des questions, donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine sur Espace Dogs avec probablement un autre invité. Dimanche.